Bravo, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur Média TV dans 11 Ito. Alors très souvent on parle de gestion de temps pour les adultes en milieu professionnel. Aujourd'hui on s'intéresse aux lycéens, comment mieux gérer son temps. On vous dit tout dans un petit moment. Ensuite, on va parler de contrat de mariage, une question assez taboue dans notre contexte marocain, mais comment aborder la question? Une spécialiste est avec nous. Et puis pour finir, allergie au lait de vache, quelle alternative? On en parle avec une pédiatre. Bienvenue à vous, ça se passe sur Média TV, à tout de suite pour les détails. Voilà, nous sommes installés pour vous recevoir. C'est un plaisir de vous retrouver, mais aussi bien sûr de retrouver ces charmantes dames qui sont avec moi pour faire l'émission aujourd'hui. Docteur Nada Bouguerine, merci infiniment d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Vous êtes pédiatre et avec vous, allergie, intolérance au lait de vache. Quelle alternative existe? Eh bien, on va voir ça avec vous en détail. Je suis sûre que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de parents, justement. De plus en plus, on va essayer de comprendre avec vous pourquoi, notamment. Et puis, un sujet tabou, mais qu'on a décidé d'aborder sur le plateau de 11 Ito, tabou dans notre société, quoi qu'il soit légal, le contrat de mariage est bien stipulé par la Modouana, mais pourtant il y a beaucoup de honte à aborder la question lorsqu'on s'apprête à s'unir. Alors vous allez nous dire pourquoi d'abord et surtout comment essayer de parler de ce sujet au sein du couple sans froisser aucune partie. Merci beaucoup d'être avec nous, Hanan Oubeda. Vous avez la lourde tâche de vulgariser ce sujet. Et puis à vos côtés, Mariam Lhlou, merci infiniment d'être là, Mariam. Merci. Alors, Yasmine. très souvent, vous intervenez pour les adultes en milieu professionnel. Aujourd'hui, c'est pour les lycéens que vous êtes là. Comment gérer son temps, comment mieux gérer son temps. On est en plein début d'année scolaire. Et pourquoi ne pas s'occuper aussi des lycéens? Merci beaucoup. Vous êtes consultante en développement personnel. Merci infiniment, mesdames, d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Prête pour l'émission? Oui. On démarre? On commence par la gestion de temps, justement. Ça, c'est une lourde tâche que moi aussi j'ai aujourd'hui pour l'émission. Alors, lycéens, comment mieux gérer son temps? On démarre. Et donc, c'est avec vous, Mariam Lhlou, qu'on en parle. Pourquoi, justement, les lycéens? Dites-nous. Alors, on remarque aujourd'hui qu'il y a le stress touche toutes les franges de la société et tous les âges. Et ça démarre très jeune. Alors, on aurait pu parler des enfants stressés qui ont du mal à gérer leur temps au primaire, au collège et au lycée. En fait, le lycée est une étape très importante pour la vie de ces jeunes-là parce qu'ils sont en adolescence en général. Ils sont en train de préparer les examens du baccalauréat, voire du bac blanc. Dépendamment des systèmes évidemment, selon le système français ou le système marocain, et ils ont des échéances d'épreuves. Alors ce qu'ils appellent les épreuves, et le mot d'épreuve a une connotation tellement lourde. D'épreuve, justement. Une épreuve, une difficulté, un obstacle. Et en fait, les lycéens sont dans une époque de leur vie où ils sont partagés entre cette volonté de devenir adulte très rapidement, cette volonté de grandir vite, de prouver qu'on est un adulte, cette volonté aussi de plaire, de sortir avec ses amis, de continuer son sport, et la nécessité quand même d'être discipliné et rigoureux face à des examens et des échéances très importantes parce qu'elles conditionnent la vie après bac. Et c'est en général ce que les parents disent. Attention, tout ce que tu auras comme résultat pendant l'année et aux examens va conditionner le choix de tes écoles, de tes universités, de rester au Maroc. Et ça met beaucoup de pression et la pression en général est mauvaise conseillère dans la gestion du temps. Alors justement, ces lycéens qui nous regardent aujourd'hui, oui. On va dire quelle est la principale difficulté? Alors, ils sont très différents. On ne va pas catégoriser, on ne va pas généraliser. Mais ce qu'on retrouve dans les gens qui viennent nous rencontrer, parce qu'on a de plus en plus de demandes de personnes qui sont au baccalauréat, qui se préparent à vivre l'oral, par exemple, oui. Ou à l'oral de recrutement de grandes écoles de commerce, à l'oral de classes préparatoires ou d'autres universités ou écoles d'ingénieurs. Et quand ils viennent nous voir, ils nous disent « je ne sais pas par quoi commencer. Je suis débordée. Il y a la physique, il y a les maths, il y a la biologie, il y a le français. Par quoi je vais commencer? On nous surcharge. Je n'ai même plus le temps de faire mon sport. » Et c'est vrai qu'on commence par une étape de diagnostic, de mettre tout à plat. C'est quoi tes difficultés? Et c'est là où on a des outils qui sont très intéressants, des tests de personnalité, des questionnaires, parce que comme on n'a pas des solutions adaptées qu'on peut généraliser à tout le monde, non, il faut vraiment écouter chaque
étudiant, selon son niveau de difficulté et son vécu par rapport aux matières, parce que tout le monde n'est pas égal aux maths, à la physique ou à la biologie. Donc selon ça, on essaie de capitaliser sur ses forces et pour ses faiblesses, de relativiser. Parce que la première chose par rapport à la gestion du temps et du stress, c'est accepter ces difficultés pour mieux les travailler par la suite. Donc on fait un diagnostic, une variété de disques, on peut parler de MBTI pour voir si c'est un profil introverti, extraverti, quelle est sa façon de faire, est-ce qu'il est plutôt dans l'action ou dans la réflexion, et ça conditionne aussi nos rapports au temps. Quand on a des profils très orientés action, donc c'est des profils qui peut-être attendent la dernière minute pour réviser, alors que des profils procédure, réflexion vont avoir besoin de planifier leur examen 6 mois à l'avance, sinon ils vont stresser. Dans les deux cas, ils peuvent stresser, certains gardent leur stress pour la dernière minute, et ça peut les inhiber ou les booster. Et certains stressent à l'avance s'ils ne planifient pas. Donc, mais pardon, Mariam, est-ce que aussi la problématique vient du fait qu'on ne prépare pas ces lycéens à leur rôle de lycéen? Alors, mon grand regret, mais ça commence à se développer dans beaucoup de lycées aujourd'hui, surtout dans le système français et anglo-saxon, espagnol qui existe au Maroc, c'est-à-dire l'intégration de matières de développement personnel au lycée. Pourquoi? Parce que ces lycéens doivent comprendre que la gestion du temps ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme la gestion du stress. Si par exemple on a été un profil stressé toute sa vie, c'est bien de pratiquer de la méditation, du yoga et du sport. C'est bien de dire aux lycéens qu'il faut dormir suffisamment d'heures pour être en forme et bien réfléchir et que le mental fonctionne. En fait, on est en train de demander à nos ados de devenir, parce que quand on est lycéen, on est ado, on est en train de demander à nos ados d'être moins ados et d'être plus adultes et d'être plus réfléchis en quelque sorte. En fait, on est en train de... Parce que l'adolescence, c'est l'âge de l'effervescence totale, ça va un peu dans tous les sens, c'est comme ça. Alors, même l'enfance, c'est l'âge de la créativité et de l'innovation. Mais être enfant ou être adolescent n'est pas incompatible avec connaître des techniques ou des méthodes qui nous font du bien et qui vont nous permettre de mieux nous organiser. Quand on enseigne des bonnes pratiques de développement personnel au primaire, c'est pas pour inhiber la personnalité ou harmoniser les personnalités. C'est pour dire au contraire, chacun de vous a une personnalité unique, qu'il faut écouter, qu'il faut valoriser. Il vaut mieux, Yasmine et moi, c'est ma conviction profonde, que chacun se connaisse bien pour savoir quelles sont ses forces, quels sont les moments où il doit réviser, quels sont les moments où c'est complètement inefficace de réviser. Si je sais que je suis du soir, et ça c'est vraiment un questionnaire avec l'adolescent, si je sais que mon mental fonctionne mieux le soir, il vaut mieux que je révise le soir. Si je sais que je suis du matin et que je vais très très vite dans les matières, dans l'apprentissage et la mémorisation le matin, il vaut mieux que je me lève à 5h ou 6h du matin. Ces simples réglages. C'est ça ma question. Est-ce que l'ado va accepter, est-ce que le lycéen va accepter de se réveiller à 5h, 6h du matin? On va se dire, parce que mes amis, mes amis ne vont pas comprendre que je sois réveillée à 6h du matin pour travailler. Mais parce que le regard des pairs est très important aussi pendant cette période. Alors, c'est-à-dire, on ne parle pas d'un adulte indépendant. Je te rejoins, Yasmine, dans ta réflexion. En même temps, des adolescents ne sont pas obligés de tout partager de leur quotidien et de leur rituel. Alors, je sais que la tendance est à tout poster sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, de se comparer. Oui, on a cette tendance-là. Maintenant, j'ose espérer qu'on a quand même des secrets, des petites habitudes pour soi. Tout le monde n'est pas obligé de les connaître. Se valoriser soi. Maintenant, ce qui est très, très important, c'est que je me connaisse et je sache qu'est-ce qui peut me faire gagner du temps. Ça ne m'empêche pas de sortir avec mes amis, ça ne m'empêche pas de jouer au foot ou de jouer au basket ou de faire mes activités préférées si c'est de l'art. Le plus important, c'est de se dire, il faut que je donne à mon cerveau, le temps de se reposer le soir, le temps de se ressourcer la journée pour que quand j'ai 1 heure devant ma copie ou devant le cours que je dois préparer ou les exercices, j'aille efficacement. Et là aussi, on apprend des rituels comme peut-être mettre son smartphone de côté, arrêter de recevoir des WhatsApp et des messages tout le temps parce que le pire pour un adolescent, ils sont très très connectés. Et ça, on ne va pas les changer, mais de se dire dans des plages horaires bien précises, s'ils veulent gagner du temps et aller retrouver leurs amis, leurs loisirs, la télé ou la tablette, il faut qu'ils se focalisent sur une action. Toutes les recherches neuroscientifiques ont montré qu'on est plus efficace à être séquentiel, c'est-à-dire à se concentrer sur une tâche, puis sur une autre, puis sur une troisième, plutôt qu'à vouloir tout faire en même temps. D'ailleurs, on le voit nous en tant qu'adultes, quand on ouvre 6 ou 7 fichiers en même temps sur notre ordinateur, on prend notre temps de se balader d'un fichier à un autre, mais on passe un temps phénoménal à se dire alors c'était quoi l'idée que je voulais exprimer sur ça et quelle suite je vais donner à ce mail. Donc le premier conseil que je donne aux adolescents,
c'est de se connaître à travers des tests de personnalité, un vrai autodiagnostic, identifier ce qui nous fait plaisir sur Internet, pour se ressourcer. Alors, sur Internet, peut-être ça n'existe pas, il faut aller chez des spécialistes. Il y en a aujourd'hui des conseillers d'orientation dans les différentes écoles, il y a des proviseurs, il y a même ces conseillers d'orientation et ces proviseurs qui orientent vers des coachs spécialisés, des fois qui sont internes à l'école ou externes. Vous savez, c'est comme tout. Identifier des pistes de réussite, ça ne peut faire que gagner du temps aux adolescents. Mais c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, en fait, et pourtant je fais cette émission avec des spécialistes, avec des coachs, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en sortir dans la vie sans l'orientation d'un spécialiste, qu'il soit psychologue, psychiatre, coach. Alors, est-ce que vous avez aussi cette perception? Alors, c'est vrai et faux. Aujourd'hui, moi, je considère qu'on a été lycéens seuls, on s'en est sortis seuls. Alors, on va comparer à nos époques respectives. Est-ce que la vie était plus compliquée, moins compliquée? Alors, je ne sais pas, mais déjà, on n'avait pas toutes ces interruptions qui existent aujourd'hui. Je trouve qu'on va comparer deux mondes différents. À notre époque, il n'y avait pas Internet. Quand j'étais lycéenne, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Eh bien, écoutez, moi, ce que j'appelle, ce sont des activités chronophages aujourd'hui. Ce sont des activités chronophages pour les adultes. Vous savez, il y a à peu près il y avait Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ne nous faites pas peur, on ne consommait pas, voilà, quand même. Et tout le monde n'avait pas d'ordinateur, de tablette. Vous savez, cette effervescence autour de la technologie et du digital qui consomme beaucoup de temps à nos adultes, mais il faut aller voir les statistiques des enfants, c'est phénoménal. Et c'est autant de temps où ils ne se reposent pas. Parce que, attention, le temps qu'on passe sur une tablette, c'est un temps où le cerveau continue de mouliner. Donc, il vaut mieux un break de 5 minutes, fixer un tableau, fixer la nature, écouter sa musique préférée. Je dis très souvent aux adolescents, quand ils ont des musiques qu'ils aiment, que c'est important de se placer dans un environnement convivial. Vous savez, un environnement convivial où il vaut mieux travailler plutôt que de travailler dans un environnement qu'on n'aime pas. Là, c'est sûr, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc, aux parents, je dis un message très clair. Si votre enfant a envie d'écouter du hard rock, du Metallica ou de la pop pendant ses révisions et que ça lui fait plaisir ou juste avant, laissez-le faire ce qu'il aime faire. Comme ça, son cerveau et ses émotions travailleront mieux pour lui quand il s'agira de réviser ses matières. Alors, mesdames, je sais que vous êtes toutes jeunes, mais est-ce que vous avez des ados à la maison, justement? Oui. Est-ce que vous vous sentez concernée par ce sujet? Est-ce que, par exemple, Hanan, justement, en tant que maman, est-ce que votre fils a cette connaissance de lui-même qui va lui permettre de gérer son temps en tant que collégien, lycéen, notamment aujourd'hui, est-ce qu'on en parle? En fait, c'est vrai que pour les enfants, en fait, c'est pas évident d'instaurer au fait cette discipline pour la préparation des examens. Donc, surtout quand ils sont ados, avec Internet, avec tous les réseaux sociaux et tout, avec la télé même, avec les copains, en fait, cette comparaison de dire, moi, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir des bonnes notes. Ça aussi, des fois, en fait, ils se comparent entre eux, même par rapport au niveau. Donc, comme disait Madame, ils sont pas obligés de tout dire. C'est vrai, mais c'est pas évident quand même. En fait, dès qu'ils sont entre eux, il y en a un qui démarre la discussion et l'autre, ça commence à. Alors justement, la maman coach, comment elle gère la situation? La maman coach que vous êtes. Ouais, c'est difficile parce que quand on est coach, au contraire, il vous dit t'as pas besoin de me faire les trucs de coach à la maison. C'est encore plus difficile, et surtout avec les ados d'aujourd'hui. Ceci dit, au fait, l'année dernière, puisqu'elle a passé son brevet, en fait, ce qu'on a instauré, c'était surtout des créneaux où, par exemple, je sais que lui, c'est plus pendant l'après-midi où il avait plus de facilité pour pour réviser ses études. Donc, on a travaillé plus sur une méthode. Donc, par exemple, pour les cours, faire des résumés, après avec des méthodes comme le mind mapping ou autre, pour faciliter la mémorisation, les exercices, dans quel sens il faut les faire. Voilà, en fait, c'est plus dans la démarche de travail que lui imposer un horaire ou un nombre d'heures. Vous êtes d'accord? Il faut un spécialiste pour encadrer, parce qu'il y a de la technicité. Il y a de la technicité, voilà. Par exemple, juste ces outils comme le mind mapping ou autre, ils peuvent l'apprendre, et comme vous avez dit, il y a aujourd'hui des spécialistes dans les écoles qui peuvent aussi aider les enfants dans ce sens. Alors, les questions des téléspectateurs, des parents, bien évidemment. Non, là, on a des jeunes, justement. Ah, super. On a Leïla qui a 17 ans qui nous dit, on me dit qu'il faut penser à gérer même le temps d'utilisation du téléphone. Est-ce que c'est vrai?
Complètement, on vient d'en parler. Vous savez, le temps, c'est comme le gaz. Il se dilate quand on ne fait pas attention. Donc, on reçoit des SMS de nos amis, on reçoit sur Messenger des SMS, on a envie de poster notre actualité. Le téléphone est fortement chronophage aujourd'hui pour nous. Donc, il faut se dire, de telle heure à telle heure, je n'utilise pas mon téléphone. Vous savez qu'il y a des séminaires de digital detox. C'est-à-dire pour les gens qui sont trop accros au téléphone, il faut commencer par arrêter, par se faire une hygiène de vie sans téléphone. Ça nous permettra de regarder le ciel bleu, d'aller courir dans la nature, d'aller marcher en bord de mer. Et les adolescents ont vraiment besoin de ça pour être efficaces dans leurs études. Et Soufiane, 16 ans aussi, je suis très contente parce que là, on a vraiment notre cœur de cible de ce sujet avec nous. Alors, Soufiane nous dit, est-ce qu'il faut donner plus de temps aux matières importantes? Je suis parfaitement d'accord et ça s'appelle de la planification. Vous savez, en gestion du temps, on apprend quelque chose. On apprend la gestion des imprévus, on apprend la préparation des fiches, on apprend aussi à la loi de Pareto. 20% des choses sur lesquelles on peut porter notre attention peuvent générer 80% de résultats. Donc si je considère que je dois être efficace et que je peux pas tout faire, il faut, c'est comme quand on passe son examen, il faut aller rapidement vers les exercices qu'on sait maîtriser, vers les questions auxquelles on sait répondre. Comme ça, on assure ces exercices-là et par la suite, quand il nous reste du temps, on peut s'épanouir dans d'autres matières. Merci beaucoup, Mariam Lehlou. Merci infiniment. Alors, on a d'autres sujets, justement. J'espère que vous allez rester avec nous. On va parler de contrat de mariage. Oui. Ça, c'est tout de suite avec vous, Hanan. Et puis, on va parler aussi d'allergie, d'intolérance au lait de vache. Et ça, c'est avec vous, docteur Nada Bouguerine. Merci infiniment, mesdames, d'être là. Myriam, merci beaucoup. Vous êtes consultante en développement personnel. Et on reste ensemble cette fois-ci pour parler d'histoire de couple. Et voilà, on continue donc notre discussion d'aujourd'hui. On va parler à présent, on va parler de couple et on va parler d'un sujet, on va dire, qui fâche assez, parce que ça reste quand même très tabou dans nos sociétés. Et pourtant, c'est légal, avoir un contrat de mariage, se mettre d'accord sur certaines clauses absolument assez, on va dire, particulières qui concernent le couple. Et pourtant, on a un petit peu de mal à aborder le sujet avec sa moitié. On se dit, Chouma, ça se fait pas. Ça se passe chez nous. En tout cas, on va en parler avec vous, Hanan Oumidar, mais juste avant, si vous permettez, on va voir l'avis de maître Mohamed Oulkhouer, qui est avocat, pour ce que dit la loi sur le contrat de mariage. Qu'est-ce qui est vraiment prévu par la loi? On écoute, on regarde et on revient. Le contrat de mariage au Maroc, et plus précisément l'acte de mariage, est régi par les dispositions du Code de la famille, plus précisément les articles 4 et 13. Et ce Code de la famille prévoit un certain nombre de conditions de validité du mariage. La première étant naturellement le consentement de l'époux et de l'épouse. Donc il faut qu'il y ait une convergence d'opinion entre les futurs époux. Ça semble tout à fait naturel. Le deuxième point, c'est la dot. Donc il doit aussi y avoir un accord sur la dot, quand bien même ce serait une dot purement symbolique. Elle peut aussi n'être pas symbolique, ça dépend de la volonté et des souhaits des deux parties. Donc ça, ce sont les conditions principales. Il y a un certain nombre d'éléments aussi importants qui est le fait d'avoir 18 ans, puisqu'on ne peut pas se marier au Maroc si l'on n'est pas majeur, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, donc il faut avoir atteint l'âge de 18 ans. En général, on doit formaliser cela à travers un dossier qui est complété, déposé par les Adoul auprès du juge de la famille, puisque c'est le juge de la famille qui va contrôler que toutes les conditions du mariage sont bien présentes, et va ensuite autoriser les Adoul à dresser l'acte de mariage. Et donc ça, c'est ce qu'on connaît avec la rédaction de l'acte, préparé par les Adoul, la signature, la petite fête ou la grande fête. Donc ça, ce sont les points ensuite qu'on connaît le mieux. Mais donc préalablement à tout ça, il y a un dossier à compléter, à remplir, une autorisation à obtenir du juge de la famille, et le mariage peut se faire. Pour les Marocains résidant à l'étranger, on a une procédure similaire où ils peuvent obtenir auprès du juge de la famille qui est établi dans un des consulats, l'autorisation à mariage également. Donc voilà un peu le cadre. Donc il y a beaucoup de formalisme. Il ne s'agit pas simplement de se dire « je suis d'accord, ma future femme est d'accord, marions-nous immédiatement ». Non, ça nécessite un peu de préparation préalable. Et après, dans cet acte de mariage, les éléments principaux sont ceux qui ont été évoqués, mais il n'est pas interdit, même si ce n'est pas une pratique qui est très fréquente au Maroc, il n'est pas interdit d'ajouter un certain nombre d'autres dispositions ou stipulations qui se font l'objet d'un accord entre les deux parties. On pense notamment au fait d'interdire un mariage polygame.
le fait que la femme souhaite voir écrit noir sur blanc dans son acte de mariage que son mari n'épousera pas une seconde épouse, comme la loi marocaine le lui permet avec l'autorisation du tribunal. On peut avoir aussi d'autres indications, d'autres éléments à la convenance des parties, et dès lors que ces obligations ne contreviennent pas à l'ordre public marocain, aux bonnes mœurs, et que du coup on soit en conformité avec l'ordre public local. Mais sous cette réserve, rien n'interdit de prévoir, selon l'imagination des deux parties, d'autres engagements en termes d'éducation des enfants, de contribution aux charges du mariage, à la vie de famille. Il y a une certaine liberté puisqu'il s'agit avant tout d'un contrat. Et donc dans un contrat, dès lors qu'on respecte la loi et l'ordre public, on peut mettre toutes les choses que l'on veut. Voilà à peu près rapidement brossé le cadre juridique du mariage, enfin de l'acte de mariage au Maroc. Et donc apparemment, on a le droit de tout mettre dans ce contrat, Hanan Obeidad. Mais est-ce que, ça c'est ce que la loi dit, hein, la loi est claire là-dessus, c'est pour ça qu'on voulait l'avis de l'avocat. Maintenant, sur le terrain, comment ça se passe? Les jeunes couples que vous accompagnez? Alors, concrètement, en fait, ça se passe de façon complètement différente, sauf quand il y a vraiment des exigences de la part des parents de la future épouse. Donc, ce qui est de coutume aujourd'hui, en fait, les clauses qui sont le plus souvent, on va dire, mentionnées sur les contrats et l'acte de mariage, ça va être par rapport à sa scolarité, si elle est encore jeune, dans les vingtaines, qu'elle veut poursuivre ses études pour avoir un diplôme d'études supérieures, par rapport au fait qu'elle souhaite travailler. Donc, dans une des clauses, on peut aussi mentionner que le mari, au fait, ne va pas lui interdire, voilà, d'avoir une activité professionnelle après le mariage. Il y a aussi cette histoire de dot. En fait, ce qui crée aussi beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est que souvent, pour faire bien, on va dire devant les invités et pendant le mariage, on va annoncer un montant qui est bien supérieur à ce que va percevoir réellement la future mariée. Et elle va annoncer aussi qu'elle l'a déjà perçu. Et du coup, en fait, c'est ce qui va créer un problème. Après, quand il y a un souci, parce qu'il y a aussi des divorces, et malheureusement, les statistiques aujourd'hui sont alarmantes, c'est qu'après, au fait, elle peut venir et dire, malheureusement, j'ai pas perçu cette somme. Moi, j'ai eu que, par exemple, 10%, 20%. Mais à partir du moment que c'est mentionné sur l'acte qu'elle a déjà tout perçu, elle peut rien avoir. Donc, en fait, cette notion de contrat ou d'acte de mariage, les gens, ils n'ont pas encore vraiment conscience que c'est un vrai contrat. Ça veut dire qu'il y a une valeur juridique par la suite et qui peut vraiment protéger le couple dans les deux sens d'ailleurs, pas seulement la femme. C'est vrai qu'il est de coutume de dire que les clauses c'est surtout pour la femme, mais c'est aussi pour le mari. Ça veut dire que quand on se met d'accord sur certaines conditions et qu'on souhaite se protéger, notamment dans le futur au cas où il y a divorce, on peut aussi mettre des clauses par rapport à tout ce qui concerne l'éducation des enfants. Il y a même aujourd'hui, au fait, dans la loi, une annexe au contrat ou à l'acte de mariage qui concerne le partage des biens. Sachant qu'au Maroc, la séparation... On peut la faire après mariage? Normalement, moi, ce que je sais, c'est que c'est un acte qui est complètement séparé de l'acte de mariage, parce que c'est un contrat à part. Après, est-ce que ça se fait avant? Après, je pense qu'il faut plus demander à des spécialistes. Exact. Ceci dit, je sais que ça ne s'intègre pas dans l'acte du mariage en lui-même, qui est purement religieux chez nous. Donc, on n'est pas dans le mariage civil au Maroc. On est plus sur un mariage religieux. Mais ce contrat, absolument, c'est ça, c'est justement ce contrat de mariage, c'est l'annexe. C'est l'annexe à l'acte de mariage religieux. Exact. C'est ça. Alors, tout ce qui est clause qui concerne sa scolarité... Voilà, parler également d'éducation des enfants, de scolarité, de ça, tout, on peut le mettre dans l'acte de mariage, apparemment. En fait, même dans l'acte des adultes, en fait, on peut intégrer tous ces articles-là. Maintenant, concrètement, comment ça se passe dans la mesure où, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tabou? Beaucoup de tabous, énormément de tabous. Dans notre société, à parler de contrat, parce qu'on parle de mariage, oui. Dans la tête des gens, le mariage, c'est l'acte de mariage, mais le contrat, c'est un truc d'affaires de business. Exact. Et un mariage n'est pas supposé être une affaire de business. Alors, quand on pose la question aux spécialistes, ils vous disent que on va rentrer dans ces clauses ou dans un contrat annexe du mariage, souvent quand il s'agit de mariage mixte. Sinon, c'est très rare de l'avoir chez Mais on va voir qu'est-ce que ça peut justement éviter comme problème. Ça peut éviter énormément de problèmes. On va marquer une courte pause et on revient. À tout de suite.
Et ça se passe toujours sur Médien TV dans On se dit tout. Alors dans un petit moment, on va parler d'allergie au lait. Quelle alternative proposer? On en parle avec vous, Dr Nada Bouguerine. Au début de l'émission, on a parlé de la gestion du temps pour les lycéens. Et quand on est un ado, on va dire on n'a pas forcément envie de contraintes, mais malheureusement la vie est ainsi faite, il faut savoir s'adapter. Et ça c'était avec vous, Madame Lehlou. Et puis pour l'heure, on continue à discuter de contrat de mariage, une question assez taboue dans notre société. Légalement, on a le droit, et pourtant les couples n'y ont pas forcément recours. Donc on va dire, vous voyez l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire quand les problèmes arrivent. Selon vous, Hanan Obeida, ce contrat de mariage, s'il avait été bien construit, bien discuté d'abord, accepté, on va dire mentalement par la société, par les couples, quel type de problème pourrait-il éviter? Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que dans ce contrat, en fait, c'est le libre arbitre. Ça veut dire que toute personne a le choix de mettre tout ce qu'elle souhaite, à partir du moment que ça ne va pas à l'encontre de ce que dit la loi. Ça veut dire qu'il y a quand même certaines choses, même si on les met dans le contrat, ça n'aura aucune valeur juridique. C'est ça. Après, que ça soit par rapport à l'éducation des enfants, leur scolarité, par rapport à qui va garder les enfants pendant les vacances, même des fois, en fait, des sujets qui sont ne serait-ce que le droit à la mariée, et ça se trouve surtout dans les zones rurales, d'aller rendre visite à sa famille, qui est peut-être très loin, une fois par an. Il y avait des clauses pareilles qui étaient intégrées même il y a quelques années, pas qu'aujourd'hui. Donc, quand on dit contrat de mariage et quand on dit clause, c'est comme quelque part un contrat commercial. C'est ça. On peut intégrer ce qu'on veut à partir du moment que ça va faciliter la vie entre les conjoints. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui les couples mettent en place ces contrats de mariage ou finalement il y a une honte à en parler, de se dire mais on se marie, on n'est pas en train de se lier par un contrat d'affaires, de business. Exactement. Et donc finalement on évite de mettre ces clauses et en conséquence, ça donne des problèmes. Les clauses les plus utilisées aujourd'hui par les couples, ce sont des clauses qui concernent, on va dire, tout ce qui est financier dans le couple. Quand on parle, par exemple, de partage, même dans la vie, on va dire, de couple conjugal, de se dire que la femme, elle garde, on va dire, la responsabilité et aussi l'utilisation, on va dire, de tout ce qui est bien et même de son salaire. Souvent dans les couples, quand la femme elle va le dire, ou c'est souvent le papa d'ailleurs qui va l'exiger pour sa fille, le mari lui dit oui mais on ne sait pas ce qui va arriver après, nous on est en train de commencer, on va commencer notre vie, on construit quelque chose, donc on va s'entraider, je ne vois pas pourquoi vous allez m'imposer à ce que les choses soient séparées dès le départ. Je trouve que c'est pas normal. C'est ça. À l'inverse, quand on va imposer à l'époux, par exemple, et lui dire que c'est lui qui va peut-être prendre en charge les frais de scolarité de son épouse jusqu'à la fin de son cursus professionnel, on va dire universitaire. Il peut aussi dire, vous pouvez pas m'obliger à mettre de l'argent sur la table tout de suite, alors que je sais même pas de quoi sera fait demain ou après-demain. Mais alors justement, est-ce que c'est aux parents de parler de ce sujet ou c'est au couple lui-même? Normalement, c'est au couple, Yasmine, on est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a cette notion, on va dire, de culpabilité qui va apparaître. Quand il y a un ou l'autre qui en parle, l'autre qui va lui dire, mais on vient de démarrer et on parle déjà argent. Et on parle contrat. On parle déjà contrat, on parle problème. Où est-ce qu'on va? Est-ce que vraiment cette relation va durer? Est-ce que c'est peut-être on déjà nitkaouja. Exactement. C'est ça. Exactement. Nitkaouja. Et aussi, est-ce que peut-être il faut pas réfléchir un peu plus avant de prendre un engagement si c'est comme ça? Ça, exact. Et ça remet tout en question. Par contre, quand c'est les parents qui l'exigent, en général, dans notre culture, ça passe. Donc souvent c'est pendant cette première rencontre ou demande en mariage ou fiançailles que le père de la mariée, en discutant des fois même avec le père du futur époux, qui va glisser certaines conditions. Pardon de vous interrompre, mais j'ai l'impression que ça va encore rester tabou pour longtemps. Hein. On peut pas changer comme ça une société en un claquement de doigts. Mais alors qu'est-ce qu'on peut proposer nous aujourd'hui, mesdames, Mariam, qu'est-ce que vous proposez? Moi je propose le respect de chaque famille et de chaque tradition. C'est-à-dire moi je suis pas pour imposer un seul et unique point de vue. De mon point de vue, c'est toujours bien d'anticiper.
C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai pas fait de contrat de mariage, mais je comprends certains dont peut-être les patrimoines familiaux sont totalement différents. Il n'y a pas question de la mixité, il y a aussi la question des patrimoines respectifs qui peuvent peut-être rassurer leurs conjoints respectifs sur le fait qu'il n'y a pas cette volonté financière derrière le mariage. Donc ça peut peut-être rassurer les deux conjoints ou les deux parties. Après, moi je suis dans le respect de nos traditions. S'il y a des familles modernes où vraiment les deux parties s'entendent entre eux et s'entendent rapidement, moi je sais l'argent reste un sujet tabou et que les parents, que ce soit pour l'argent ou même pour l'éducation des enfants ou l'acquisition d'un bien ou même la scolarisation dans la crèche des enfants interviennent, je trouve qu'il est difficile de ne pas les inclure dans une société où tous décident de manière collégiale. Docteur Bouguerine, Nada Bouguerine, on parle à la femme, pas au médecin. Oui. Vous en pensez quoi de ce sujet? Un sujet très, très, très délicat. Très délicat. Et c'est vrai que quand on ne s'entend pas et quand on ne met pas les choses au clair dès le départ sur qui paye quoi et tout, c'est comme si vous voulez dire laisser à demain des problèmes qui vont finir par se poser. Donc c'est tabou, oui, mais il faut prendre son courage à deux mains et parler. Donc vous êtes pour en parler? En parler, oui, mais pas forcément que ça soit comme ça, formalisé avec un contrat. C'est-à-dire que ce soit un sujet. L'idée du contrat vous dérange notre société, vous dérange en tant que oui, c'est-à-dire qu'effectivement, vu la mentalité marocaine, ça c'est forcément perçu de façon péjorative. Mais en parler pour que effectivement, moi je sache qu'est-ce que tu vas faire demain et que toi aussi tu saches et qu'on soit d'accord sur ça, moi je suis pour. Par contre, j'ai l'impression que anticiper autant de détails que la scolarité des enfants, etc. Mais quand on vient de démarrer, on va dire, c'est un peu fort quand même parce que voilà, on a le temps de faire des enfants, on a le temps, ça peut attendre. On n'a pas fait encore des enfants. Non, mais je veux dire, il y a certains. C'est tout à fait vrai. Après, c'est surtout peut-être pour les grosses choses, le patrimoine financier, exactement, le travail, les études, la possibilité peut-être à la femme de faire, je sais pas, de pouvoir partir peut-être à l'étranger pour finir pour une certaine période sa formation. En fait, c'est surtout ce genre de sujets qui sont souvent discutés au niveau de notre société. Ceci dit, il y a certains couples, comme vous disiez, qui vont discuter, qui vont avoir cette liberté d'en discuter. On va se mettre d'accord. Ça reste oral. Après 5 ans, 10 ans, qui vous dit qu'il n'y a pas un revirement de la situation? Exactement. Ça vous fait sourire. Donc, c'est pas pour dire que ça doit se faire. Juste, en fait, je pense que l'objectif, c'est aussi d'informer, d'expliquer que ça existe et que si on arrive à se mettre d'accord et que déjà nous, en tant que couple, on en a discuté, on en a parlé, il y a cette possibilité de formaliser. Si vous ne le souhaitez pas, vous êtes libre. Alors, soyez informés que ça existe. C'est que si on n'est pas d'accord et que le problème va finir par se poser, c'est pas le contrat qui va changer quelque chose. C'est-à-dire que quand il y a un conflit, avec ou sans contrat, ça y est, le mariage risque de s'interrompre. D'arriver au divorce. Ceci dit, ça permet aussi de protéger les intérêts, souvent des deux conjoints, pas seulement de la femme, mais surtout des enfants. Donc, à un moment donné, c'est juste s'il y a comme ça des grandes disparités, des sujets vraiment qui sont assez importants, on ne va pas parler de choses de petites futilités qu'on va mettre dans le contrat, mais des choses qui sont vraiment hyper importantes dans notre vie, par rapport à notre rythme de vie, par rapport surtout pour des spécificités, comme vous avez dit tout à l'heure, par rapport à des familles qui sont peut-être issues d'univers complètement différents. Voilà, il y a certaines petites choses. Après, qu'on se mette d'accord, c'est déjà important. Je pense que même à ce stade-là, à ce niveau-là, on est encore loin au Maroc. Les jeunes, ils ont toujours cette peur d'être mal perçus par l'autre s'ils abordent certains sujets notamment délicats, l'argent, notamment parler d'argent. Alors, on a justement Maria qui vous dit, est-ce que nos parents doivent être présents lors de cette discussion? Au début, si c'est une discussion qui concerne le couple. Après, si nous, on a du mal à faire passer certains messages, les parents peuvent aider. Ok, mais c'est une discussion de couple. C'est une discussion de couple. Absolument. Je pense que même nous, on avait assez de retenue pour parler de ce sujet. On avait un petit peu de retenue sur le plateau. Merci infiniment, Hanan Obeidal. Merci pour tout. Alors, mesdames, on continue la discussion. Et justement, vous, Hanan, en tant que maman, vous êtes également concernée par le sujet qui arrive. On va parler d'allergie au lait. Quelle alternative? Et ça, c'est avec vous, Dr Nada Bouguerine. Et
donc, si vous venez de nous rejoindre sur Média TV dans On se dit tout, eh bien, on arrive à la dernière partie. On parle santé à présent. On a parlé couple avec le contrat de mariage, une question assez taboue dans notre société. On a parlé de gestion de temps pour les lycéens et donc allergie au lait de vache. Quelle alternative? C'est avec vous, Dr Nada Bougrine. Vous êtes pédiatre. Avant de parler des alternatives, on peut parler des manifestations parce qu'on parle d'allergie, on parle d'intolérance. Comment se retrouver entre les deux? Alors justement, il y a beaucoup de confusion dans la tête des gens. Et effectivement, pour parler d'allergie au lait, c'est en général une des premières allergies que l'enfant risque de rencontrer dans sa vie. Et donc, s'il n'est pas allaité au sein, c'est le premier biberon. Biberon. Oui. Bon, bien sûr, il y a différentes formes. Je parle des formes immédiates, classiques, bruyantes, où on va avoir des manifestations dans les 2 heures, on va dire, qui suivent un premier biberon. C'est vomissements Ça peut être beaucoup de signes, des signes cutanés, un gonflement, enfin des signes, des boutons au niveau de la peau, un gonflement du visage, des lèvres. Ça peut être des manifestations au niveau oculaire, des yeux, du nez, des manifestations respiratoires. En fait, l'allergie peut toucher tout l'organisme. D'accord? Donc ça, ce sont les signes vraiment immédiats et classiques. Par contre, on a d'autres formes, effectivement, où c'est beaucoup moins typique, où ça peut prendre des semaines, voire des mois pour se manifester, et c'est pas des signes qu'on va rattacher facilement à l'allergie au lait. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un eczéma qui va être rebelle, qu'on va pas pouvoir traiter. Ça peut être des manifestations digestives, un enfant qui digère toujours très mal le lait, avec des vomissements, ou alors des diarrhées qui vont récidiver longtemps, ou alors par contre une constipation. Ça peut être tout simplement un enfant qui grossit pas bien, d'accord, ou un enfant qui est tout le temps grincheux, qui pleure tout le temps. Donc ça peut vraiment prendre différentes formes. Et c'est l'interrogatoire pour essayer de retrouver un petit peu, de rattacher l'allergie. De l'allergie vraie au lait. Et l'intolérance, ça veut dire quoi? L'intolérance au lactose, c'est le sucre qui est contenu dans le lait. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on voit lors de la première année. Au contraire, ce sont des manifestations qu'on peut voir des fois bien plus tard, après 3 ans, 5 ans. C'est pour ça qu'on parle, en fait, dans la tête des gens, on peut faire une allergie au lait à n'importe quel âge. Voilà. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, l'intolérance au lactose, c'est pas allergie au lait. Non, pas du tout. L'intolérance au lactose, c'est plutôt à partir d'un certain nombre de doses. C'est dose dépendant. C'est-à-dire que il va prendre peut-être un petit verre ou un demi-verre, il va rien se passer. Mais s'il va prendre le premier verre, le deuxième, la glace, le gâteau, voilà, et tout de suite on va avoir des manifestations qui vont apparaître. Donc ce sont 2 signes différents et c'est pas le même traitement non plus. C'est ça. Alors, on parle de l'allergie au lait, on se concentre dessus maintenant. Voilà. Vous dites, ça peut arriver très vite, dès le premier biberon. Oui. Ça veut dire quoi? À ce moment-là, qu'elle fait, cette maman? Stop le biberon, on donne le sein? On le met au sein directement? Très souvent, c'est des mamans qui malheureusement n'ont pas pu allaiter. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir recours au biberon. Mais bien sûr, à la moindre manifestation, il faut tout de suite aller consulter son pédiatre pour essayer de voir un petit peu est-ce que vraiment on va rattacher. Parce que si on rattache vraiment les manifestations à une allergie au lait, c'est une sanction quand même qui est assez lourde. C'est un traitement de 6 mois, des fois même 1 an. On va mettre l'enfant sous un lait de régime, un lait qui est très souvent amer, difficile à accepter, donc c'est lourd comme conséquence. Donc on ne pose pas ce diagnostic facilement. Et en général, le meilleur test diagnostique, on va dire, c'est on exclut le lait de vache du régime pendant une période d'1 mois à peu près, et on voit tout de suite que le bébé s'améliore, il n'y a plus rien, tout est rentré dans l'ordre. Avec ce lait... Le lait de régime. De régime. Le lait vraiment sans protéines de lait de vache. C'est un lait spécial, d'accord? Mais pourquoi il est amer? Eh bien, écoutez... Si on doit le donner à des nouveau-nés, pourquoi on... Eh bien, figurez-vous que quand il a vraiment une allergie, eh bien, ça passe tout de suite. Ça passe. Il l'accepte tout de suite. Même au niveau du goût? Oui, il n'y a pas de problème. Okay. Mais quand ce n'est pas une vraie allergie, même après avoir fait ce test d'exclusion, le bébé ne s'améliore pas. Après 1 mois, ce sont toujours les mêmes signes. C'est là où on dit que des fois, ce sont des signes qu'on ne peut pas rattacher facilement à l'allergie au lait. Là, c'est quoi? C'est l'intolérance au lactose? Non, pas forcément, parce que les premiers mois de vie, il y a souvent beaucoup d'inconfort digestif, beaucoup de coliques, beaucoup de reflux qui sont tout simples.
Et des fois, on va vraiment penser à ce diagnostic-là trop facilement. C'est ça. Donc, il y a ce lait qui est donné aux enfants, mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'autres substituts. On parle de lait d'amande, alors que ce n'est pas vraiment du lait, c'est une boisson. On parle de lait de soja. C'est pas non plus du lait, c'est une boisson à base de soja. Et donc, comme alternative, vous en pensez quoi, docteur? Justement, c'est bien d'en parler parce qu'il faut vraiment que les gens sachent que tous ces autres alternatives, on ne les donne pas dans l'allergie vraie au lait. Parce que ça ne marche pas. Si ça marche, c'est que ce n'est pas une allergie au lait. C'est ce que je suis en train de dire. Mais pardon, est-ce qu'on peut donner à un nouveau-né une boisson à base d'amande? Non, absolument pas. Ce n'est pas un lait qui est adapté aux nourrissons. Il faut pas sortir des laits artificiels spécialement conçus pour la croissance des bébés. Donc, comme j'ai dit, le vrai traitement de l'allergie au lait, c'est des hydrolysats poussés de protéines. C'est un lait spécial. Et même ce qu'on appelle les laits hypoallergéniques, entre guillemets, ce ne sont pas des laits d'allergie aux protéines de lait de vache. C'est une autre indication. Ok. Donc, à partir de quel âge on peut donner ces substituts vendus, on va dire en grande surface, dits lait d'amande, dits lait de soja, qui sont pas des laits mais des boissons? Écoutez, je pense qu'il faut absolument faire attention parce que ce n'est pas des laits qui répondent aux besoins vraiment réels des enfants. Donc, un enfant en croissance, il faut faire attention, il faut essayer d'avoir une diététique quand même qui est assez bien équilibrée à tous les niveaux. Maintenant, si c'est plus tard, si c'est un enfant qui a fini sa croissance, qui est bien par ailleurs et tout, et qu'il digère peut-être mieux un lait d'amande ou un lait de soja, là, je ne vois aucun inconvénient. Mais pour démarrer et substituer un lait de vache spécialement conçu pour les nourrissons avec un... Non, ça non. Alors ça, comme vous l'avez dit, ça démarre dès le premier jour. Maintenant, il y a des bébés qui sont mis au sein et ensuite, après le sevrage, la maman opte pour le lait de croissance. Oui. Est-ce qu'un enfant, un bébé de quelques mois, d'un an, peut montrer des signes d'allergie au lait s'il est passé quand même par le sein ou pas? Oui, c'est possible, mais c'est rare. Parce qu'effectivement, c'est une maladie qui va évoluer spontanément vers la guérison. Il y a une certaine tolérance au lait qu'on va acquérir avec le temps. Et très souvent, les enfants guérissent avant 3 ans. Hein. Des enfants, dès qu'on réintroduit le lait à 1 an, il ne se passe plus rien. D'accord. D'accord. Donc, c'est rare quand même. C'est la maladie, on va dire, de la première année. Voilà. Ça, c'est l'allergie au lait. Oui. L'intolérance, c'est différent. L'intolérance au lactose, c'est différent. Ça démarre beaucoup plus tard. Effectivement, comme ce que je viens de dire, c'est vraiment dose dépendant. Voilà, c'est à partir d'un certain nombre de verres de lait ou d'autres produits laitiers qu'on va voir apparaître certains symptômes, des douleurs, des gaz, des ballonnements, des vomissements, de la diarrhée. Voilà. Alors, cette allergie au lait, certains parents nous disent, moi j'ai évité de mettre mon enfant en crèche à cause de cela, parce que justement, alors peut-être que dans la tête des gens il y a confusion entre allergie et intolérance, mais justement à cause de cela, parce que parfois il y a des goûters, il y a des anniversaires, il y a des fêtes, et donc je ne veux pas que mon enfant mange n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parfois on prépare des cakes avec du lait, etc. Et je préfère qu'il reste à la maison jusqu'à ce qu'on dépasse ce cap. Écoutez, normalement, si c'est une allergie vraie au lait, l'enfant a son programme alimentaire et on discute avec le staff de l'école pour que, effectivement, le programme alimentaire soit respecté. Parce que, bon, en général, le problème se pose si vraiment vous avez besoin de mettre votre enfant la première année. C'est ça. Mais en général, si c'est au bout de 2 ans, en général, le problème est déjà réglé. C'est ça, absolument. Donc à ce moment-là, c'est plutôt intolérance. Voilà. Mais quand c'est intolérance, c'est absolument même pas les produits dérivés, c'est rien. Encore une fois, même pas les bonbons, parce qu'il y a des résidus de protéines de vache dans certains bonbons, etc., dans du chocolat. Donc c'est rien de rien. Non. C'est vraiment dose dépendant. Des fois, comme ce que j'ai dit, on a tendance à trop coller des étiquettes tout de suite. Mon fils est allergique au lait, mon fils et on exclut beaucoup de choses de son régime alimentaire alors qu'il en est rien. Oui, c'est ça. Alors, Hanan Obidar, je me permets de vous poser la question justement à la maman que vous êtes. Vous êtes un peu concernée par ce sujet. Oui, tout à fait. Justement, c'est allergie ou intolérance? En fait, j'ai du mal à savoir là. Vous Après situez l'explication, maintenant, voilà, c'est
Alors, On vous a toujours dit c'est allergie. vrai que ça a démarré depuis sa naissance. Aujourd'hui, il a 11 ans. Pendant la première année, c'était vraiment très difficile. Parce qu'on a fait, je ne sais pas combien de types de lait pour bébé. On a tout essayé. C'était vraiment difficile. Parce que vraiment, c'était à chaque biberon, c'était une souffrance. Après cette année, c'est vrai que plus il grandit, plus aujourd'hui, il arrive à supporter. Par exemple, comme je disais tout à l'heure en off, si c'est du lait qui est déjà cuit, Oui, voilà, cuit, ouais. donc il arrive, mais voilà, un petit verre. Dès que ça dépasse, c'est tout de suite, ça devient des vomissements, des réactions même allergiques cutanées. Donc, docteur, voilà, ça c'est devient- intolérance ou allergie? Non, je pense que c'est plus de l'intolérance. Et pourtant, l'intolérance aussi peut commencer dès la naissance. Non. Ben justement, comme je vous dis, à la naissance, il y a déjà beaucoup de troubles qui sont passagers, on va peut-être, dire, qui vont passer sans qu'il y ait Et autre chose, c'est greffé dessus. Voilà. ça, et peut-être. Voilà. Mais pendant les diagnostics, on vous disait quoi, Hanan? Moi, au début, la première année, c'était vraiment allergie au lait. Allergie au lait. C'était vraiment allergie au lait. Après, aujourd'hui, on parle plus, c'est vrai, d'intolérance au lactose. Mais ceci dit, par exemple, le bonbon, tant que ça reste en fait, je pense que ça rejoint ce que vous dites. Tant que c'est des petites doses, voilà. ça passe. Passe rien. Dès que, voilà, je le laisse, par exemple, même un verre de lait frais, c'est la ça. catastrophe. Bon, la question c'est est-ce qu'on peut vivre sans lait quand même? Est-ce que les enfants peuvent vivre sans lait? Ça c'est le. À partir d'un certain âge, oui. Le certain âge, c'est combien? Ben écoutez, je pense que à partir déjà de 3 ans, oui. Ils peuvent vivre sans lait. Mais avant, quand même, on a quand même Besoin de lait. pour la croissance, oui. Alors, on reste sur le lait de croissance jusqu'à quel âge? 3 ans. 3 ans. Mais vous avez des enfants qui refusent le lait très tôt, sans allergie, sans intolérance. Ils le Oui, refusent très mais tôt. bon, on essaie quand même de substituer par autre chose. Des yaourts, Des notamment. yaourts, du fromage. Du fromage, exactement. Voilà. On prend les questions des parents? Oui. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a justement Nada qui vous dit « Mon enfant n'est pas allergique, mais ne supporte pas le lait. Est-ce que je dois le laisser tranquille ?» Il a quel âge? Il a quel âge, justement? Et c'est pas précisé. Mais Ouais. jusqu'à quel âge il faut le laisser à partir de quel âge on peut le laisser tranquille? À partir de 3 ans. Oui, je pense. Avant 3 ans, effectivement, il faut suivre la croissance de près, voir s'il est Mais vous savez, ils sont capricieux quand même, les enfants. Dans ses courbes et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai. Ils sont Non. capricieux parce que quand ils disent, vous en avez certains, quand ils disent non, c'est non. Donc, Oui, il ne s'agit pas de les forcer, c'est mais non. juste de savoir effectivement qu'est-ce qu'on peut leur donner à la place, quelles sont les doses, voilà. Ça peut être juste- le lait comme ça peut être autre chose. Ça peut être Voilà. autre chose. Souvent, les légumes ou certains fruits. Comme ça, du jour au lendemain, ils vous disent Non. Ah non, moi je mange Mange jamais, pas, je mange pas ça. Mais- Et ça mais devient justement. une habitude. Alors, le lait, on le boit ou les enfants le prennent pour le calcium. Oui, Et le calcium, on peut le trouver ailleurs. oui. Donc, Il n'y a pas que le calcium, il y a aussi beaucoup de protéines dans le lait. Quand même. c'est ça. C'est un peu compliqué tout ça. Alors, on a une autre question, ça Il vous a fait dit rire. ça, Non, mais c'est c'est la vrai. maman qui parle. Oui, absolument, parce que je suis vraiment dans. Bref. Mrim, concerné par le sujet ou pas? Pas l'allergie, encore. intolérance, mais le Pas refus. encore. Non, il adore. Non, il aime bien. Eh ben, Il super. aime bien. Alors, vous avez l'autre question, c'est le lait aux amandes coûte cher. Est-ce que vous avez une recette à me proposer? Malheureusement, non, Malheureusement, je ne suis pas non. encore convertie aux recettes. Pour préparer le lait d'amande. Non. C'est pas possible, Salima, voilà. Donc, alternative pour les enfants, lait d'amande et lait de soja, on met de côté. Non, absolument. Là, a posteriori, si c'est pas une vraie, si c'était une vraie allergie au lait, le lait de soja n'aurait pas marché. C'est ça. Là, c'est la maman qui parle par rapport à l'esprit un peu têtu. Tout à fait. Vous avez tout compris. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été là. Hanan Oubidar, coach en développement personnel. Mrim Lihlo, consultante en développement personnel. Et Nada Bougrine, pédiatre. Merci à toutes et à tous en régie également. Et à nos téléspectateurs. À très vite. Au revoir.